on va continuer de parler de la vente. Alors, c'est pas la vente à découvert sur le marché cette fois, mais c'est la cession d'entreprise qui est notre sujet. Et c'est Sandrine Kilissi qui est à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet à Paris. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour. Pour parler de ce moment important pour l'entrepreneur, le moment où il décide de céder son entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment important dans la vie effectivement d'un entrepreneur, qui est un moment qui est souvent amené à se répéter aujourd'hui. Il y a quelque temps, on vendait son entreprise une fois dans sa vie, à la fin de sa carrière. Aujourd'hui, on comprend quand même qu'on a une génération qui sera sans doute serial entrepreneur et que les sessions d'entreprise vont rythmer la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment important, Sandrine ? Alors, je pense que le mot d'ordre, si je puis dire, c'est l'anticipation. C'est vraiment l'anticipation parce qu'effectivement, c'est un moment important. C'est un événement de liquidité important. Jusqu'à présent, on détient des titres d'une entreprise. C'est un côté un peu virtuel. Tant qu'on n'a pas vendu, on a du mal à réaliser ce dont il s'agit. Et puis voilà, la vente intervient. Et là, j'ai des vraies valeurs. Et je vais me retrouver avec un patrimoine qui, jusqu'à présent, était un patrimoine professionnel. Et là, il va y avoir toute une réflexion à mener sur qu'est-ce que je vais faire de ce patrimoine. La problématique, en fait, c'est que l'entrepreneur qui cède, il est complètement happé par sa cession. Il est happé par sa cession, ça veut dire qu'en fait, il est dans la négociation, il s'occupe des due diligence, il doit aussi continuer à faire marcher l'entreprise au quotidien. Et souvent, il passe un peu à côté de toute la dimension patrimoniale de l'opération parce qu'elle est très forte en réalité. Alors, c'est vrai qu'il est sensibilisé à la fiscalité. Ça, pour le coup... c'est toujours un sujet de préoccupation. Voilà, exactement. Il sait qu'il va y avoir une pression fiscale. Le problème, qu'on pourra d'ailleurs peut-être déconstruire. C'est-à-dire le mythe de la fiscalité ou de la fiscalité perçue, il n'est peut-être pas aussi fort que la réalité. Mais oui, en fait, c'est surestimé complètement. Mais c'est une pression parce que la fiscalité, et c'est vrai surtout en France, ça peut être un facteur de dépréciation de la rentabilité de mes actifs quand même. Donc je suis bien obligée d'en tenir compte. Et donc, comme vous le savez, en France, on a quand même un barème progressif de l'impôt sur le revenu avec une tranche à 45. On a des prélèvements sociaux qui aujourd'hui sont à 17,2%. Et puis, c'est vrai que dans le cadre d'une cession d'entreprise, on peut atteindre de tels montants qu'en plus, j'ai la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc qui est à 4%. Et souvent, en fait, l'entrepreneur, il n'a que ça en tête. Mais la réalité est tout à fait différente. Et d'ailleurs, avant d'y revenir, il faut... prélèvement forfaitaire unique quand même. Voilà, mais justement, c'est pour bien faire la part des choses, de dire que souvent, c'est ce barème progressif qu'on a en tête, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour, et du coup, ça peut aussi pousser l'entrepreneur à aller vers des structurations qui, en fait, ne seront pas vraiment adéquates, vont s'avérer, en fait, plus contraignantes dans le long terme qu'autre chose. Alors, cette fiscalité, quelle est-elle ? C'est vrai que la fiscalité, aujourd'hui, elle a été considérablement radoucie, si je puis dire. Donc, c'est vrai qu'on a le prélèvement forfaitaire unique, donc ce taux proportionnel d'impôt sur le revenu qui est à 12,8, auquel j'ajoute mes fameux 17,2 de prélèvements sociaux. Donc là, j'ai 30%, plus les 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça, ce serait quelque part mon taux d'impôt maximum. Ouais. Ceci étant, il y a plusieurs choses. D'abord, je peux avoir un régime particulier, c'est celui qui est dit des PME de moins de 10 ans. Alors ça, je vais faire un petit focus là-dessus parce que c'est souvent mal compris, rien que la dénomination d'ailleurs du régime induit en erreur. Alors déjà, pour pouvoir bénéficier de ce régime, il faut opter pour le barème progressif. Alors on se dit, oh là, mais avec ma tranche à 45, c'est une catastrophe. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce régime, je bénéficie d'abattements pour délai de détention. Et lorsque j'ai des titres que je détiens depuis au moins 8 ans, et que ces titres, je les ai souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, eh bien, en réalité, on va m'appliquer sur le montant de ma plus-value un abattement de 85%. En d'autres termes, je ne suis taxé que sur 15% du montant de ma plus-value. Ce qui me fait, tout compris, avec les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, un taux d'imposition qui ne dépasse pas 27,5%. Là, déjà, ça amène à relativiser. Toutefois, encore faut-il remplir les conditions pour bénéficier de ce régime.
Et cette notion de PME de moins de 10 ans, en fait, ça ne veut pas dire que je dois céder une jeune entreprise. Ça veut dire que je dois céder une entreprise au capital de laquelle je suis rentrée depuis au moins 10 ans. Dans les 10 premières années de sa création. Dans les 10 premières années de sa création, d'accord. C'est quelque part, avec ce régime de faveur, on récompense la prise de risque. Ah ouais, bien sûr. Vous voyez ? D'être arrivé parmi les premiers pour soutenir l'entreprise. Exactement. C'était un peu, vous savez, c'est le régime qui a suivi, vous vous rappelez, toute cette, comment dirais-je, toute cette agitation qu'il y avait eu autour des pigeons. Oui, voilà. Bien sûr, oui, on se souvient du mouvement des pigeons, bien sûr. Exactement, voilà, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc, déjà, on voit c'est une fiscalité qui n'est pas non plus insupportable et on est très très loin des taux d'imposition dont on a l'habitude d'entendre. Mais du coup, ça doit amener quelque part finalement l'entrepreneur à se poser d'autres questions. C'est quoi le cheminement ? Parce que c'est difficile, j'imagine, pour demander à un entrepreneur de se préparer trop en avance à ce genre d'opération et ce que ça va impliquer. Mais si on devait être dans le cheminement idéal, qu'est-ce que vous conseilleriez, Sandrine ? Les questions qui doivent se poser, qu'il faut se poser avant. Et puis, une fois qu'on a réalisé cette session, effectivement, le fruit de cette session, comment est-ce qu'on l'organise ? En fait, déjà, la première des questions, et qui est loin d'être évidente dans le cadre de sa réponse, c'est de se dire, mais quels sont mes objectifs de vie quelque part ? C'est-à-dire qu'après cette session, qu'est-ce que je veux faire ? Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que finalement, en fonction des réponses qui vont être apportées, on ne va pas du tout structurer l'opération de la même manière. Si on a un entrepreneur qui nous dit « moi j'ai quand même une priorité, ça va être la protection de mon conjoint », voilà, parce qu'aujourd'hui on est marié sous le régime de la séparation de biens, je réalise une richesse aujourd'hui, j'ai envie que mon conjoint en profite si demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, si on arrive suffisamment en amont, on va pouvoir déjà travailler sur le régime matrimonial. Vous voyez, s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, on pourra leur proposer, pourquoi pas, une modification de ce régime et d'aller vers un régime communautaire. Si ça fait un peu peur, parce que ça peut faire un peu peur, on peut dire, mais c'est pas grave, on peut quand même créer une poche de communauté au sein de ce régime séparatiste. Donc on fait une société d'acquis à laquelle on va apporter les titres les titres, n'importe quel bien. Ou un bien immobilier. Voilà, ou un bien immobilier, souvent la résidence principale d'ailleurs, pour protéger le conjoint en cas de prédécès de l'entrepreneur. Mais il peut y avoir évidemment d'autres sujets, de se dire, mais j'ai un événement de liquidité. C'est peut-être le moment aussi de commencer à transmettre du patrimoine à ses enfants. Voilà, pour qu'ils commencent à se constituer un petit capital. Ça peut être un apport pour l'acquisition d'une résidence principale. Et donc là, il y a encore des choses à faire avant cette session. On peut faire ce qu'on appelle les fameuses opérations de donation avant session. Et en les séquençant de cette manière, c'est-à-dire céder, prendre l'impôt de plus-value, donner et prendre l'impôt de donation, en fait, si j'inverse les opérations, en réalité, la donation purge, elle efface toute la plus-value qui a été prise par les titres depuis l'origine. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Je ne suis pas obligée de donner tout, ni en pleine propriété. Et évidemment, souvent, les parents qui sont dans une transmission progressive vont transmettre de la nue propriété, se réserver l'usufruit. Voilà, il y aura une petite plus-value résiduelle sur l'usufruit, mais voilà, ce sont des choses que l'on doit faire, mais auxquelles on doit penser avant. Après, j'ai l'entrepreneur, effectivement, comme on le disait, notre serial entrepreneur. Dans une logique de réinvestissement, Sandrine. Exactement. Qui veut réinvestir dans l'économie, quelque part, ou ça peut être aussi dans le cadre de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Et là, pour le coup, il aura tout intérêt à apporter les titres de la boîte qu'il entend céder à une holding. Et c'est la holding qui va céder les titres qu'elle vient de recevoir et elle ne fera pas de plus-value puisque généralement le prix de cession correspondra au prix, à la valeur d'apport. Alors dans le cadre de ce régime, ce qui est intéressant, c'est que comme je restructure une activité économique, cela va se faire en neutralité fiscale. Les choses seront quand même bien faites. Donc je vais bénéficier d'un report d'imposition sur ma plus-value d'apport. Là, il faut être vigilant quand même parce que ce n'est pas un cadeau. C'est toujours pareil. À partir du moment où je contrôle la société à laquelle j'ai apporté, ce qui est le cas dans la majeure partie des situations, je me dois de réinvestir le prix de cession encaissé par la holding. Je dois réinvestir 60% de ce prix de cession dans une activité économique. Et là, j'ai 24 mois pour le faire.
Donc, c'est très intéressant. Ça, c'est à partir du moment où je cède dans les 3 ans de l'apport, j'ai cette obligation de réinvestissement. Mais c'est une pression. C'est une pression. J'ai un compte à rebours qui se met en marche et j'ai mes 24 mois qui défilent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut mettre en place ce type de structuration, il est impératif d'avoir déjà des cibles en tête, de savoir exactement ce que l'on souhaite, parce que sinon, on va investir 2 mois avant la fin du compte à rebours dans n'importe quoi. Et on fera effectivement pas forcément les bons choix et on prendra pas forcément les bonnes décisions en matière de réinvestissement. Merci beaucoup Sandrine. On parlera avec vous une prochaine fois de la transmission d'entreprise. Ce sera un sujet aussi qu'on abordera avec vous dans cette édition de la mi-journée du vendredi de Smart Bourse consacrée au thème patrimonial au sens large. Merci d'avoir été avec nous. Sandrine Kilici, je le rappelle, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Pictet et compagnie, et Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.